T'as pas le droit de rigoler, c'est dingue ça. Non mais c'est vrai. Non, c'est de la totale incruste quoi. C'est Deep Impact. Cédric. J'ai vu un panneau là. J'ai vu un panneau injouable, donc je Eh, suis rentré. eh. Voilà. Ça le fait, non? T'accompagne. J'adore, T'accompagne. j'adore. Injouable, injouable. Bah, bien sûr. Bonjour, déjà, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Alors, voilà, encore une fois, on est désolé de faire aussi long à chaque fois. On va essayer de raccourcir. Mais il y a tellement de choses à dire. Trop. C'est dingue. C'est pour ça. Donc, là, on vous rappelle, bien évidemment, vous pouvez être avec nous en permanence pour nous poser des questions. Vous allez sur la page Facebook d'Eurosport. N'oubliez pas le petit hashtag Home of Tennis. Notamment quand il y a les matchs pendant la nuit, là, à partir de 19h à Indian Wells, n'hésitez pas à un Home of Tennis, parce que je peux vous dire que ce soit les journalistes ou les consultants, on aime bien voir un petit peu vos petites réflexions. T'en as fait toi des matchs Indian Wells ou pas? Non, non, Pas encore? non. Miami? Non, je vais pas faire. Miami non, Non, plus? non. T'as pas le droit toi? Plus tard. Circuit américain, Terre t'as pas le battue. droit? Terre battue. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, bien évidemment, on a des petits thèmes qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui. Hein? Hein? On vaut ça. Viens vers moi parce que Ouais. sinon tu sais tu vas être sur Voilà. voilà. Alors, on va parler de Nadal. Taureau discret, c'est le nom indien que je lui ai trouvé. Parce qu'il y a des réserves indiennes un petit peu autour d'Indian Wells là. Fais gaffe à ce qu'il t'encorne pas quand même. Hein. Ouais, taureau discret, mais fulminante, vous voyez, un peu le truc comme ça. Après Djokovic, là il y a une histoire. On est en train de vivre une sorte de révolution de palais dans le tennis, notamment au niveau de l'ATP. On va en parler plus précisément pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que ça peut engendrer pour le tennis, mais ça peut être dangereux. Compliqué certes, mais aussi dangereux. N'est-ce pas Cédric? Calife à la place du calife. Exactement. Voilà, Djokovic, tyran ou pas. Et puis Karlovic, Ivo Karlovic. 40 ans 40 ans, le gars il est en huitième de finale et il continue à jouer, il est super motivé. On va en parler bien Il évidemment. n'est pas dans une filière longue. Hein. Allez. Tu l'as joué toi Karlovic? Non. Parce que tu aurais pu. J'aurais pu. Il a J'ai commencé, je 10 crois. 10 ans de plus que lui, donc ouais, j'aurais pu Ouais, sur la ouais, fin. ouais. Il arrive vraiment, on va dire en 2000-2001 sur le Mais circuit c'est ATP. pas, ça me manque pas. Non? Non, Non. non, ça me manque pas. T'avais des grands sifflets déjà à ton Oui, époque. mais pas comme lui, en tout cas. Puis c'est pas un grand plaisir de jouer ce style de jeu. On va en reparler. Allez, c'est parti. On y va sur le premier thème avec Rafa. Rafa, le taureau discret. On n'en parle pas de Rafa. Et d'ailleurs, on se pose toujours la même question. Est-ce qu'il est capable d'aller au bout de ce genre de tournoi, de ce Masters 1000 d'Indian Wells? Parce que la question se pose. On parle toujours de Djokovic, de Federer, des spécialistes du dur, et pas de Rafa. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Je pense que c'est une période où il a pas toujours, pas souvent même, bien joué. Et il faut savoir que les conditions de jeu à Indian Wells sont des conditions assez particulières, puisque c'est donc très lent, donc on peut se dire, allez, c'est bien pour Rafa, mais c'est extrêmement sec, c'est dans le désert, et la balle en fait est très vive, donc il y a un espèce de contraste entre la balle et la surface. La balle est assez, je dirais, difficile à contrôler. Et puis, historiquement, c'est pas un tournoi qui lui réussit énormément, même s'il a quand même gagné quelques fois. Ah oui. Mais bon, sur le nombre d'années. Mais pourquoi pas? Rafa, il est plein de surprises. Alors, justement, un petit sondage. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. The Voice est là, bien évidemment. À un moment, je vais récupérer une tablette, ne vous inquiétez pas, pour être vraiment avec vous. Est-ce que Nadal, vous le voyez, s'imposer une 4e fois à Indian Wells? Parce que, voilà, tu l'as souligné qu'il avait réussi C'est pas le quelques fois à favori. gagner. C'est pas le favori. Mais il l'a quand même gagné 3 fois. Ouais, quand même. Plus une finale. Quand même. C'est pas... C'est pas nul. Alors, rentrons dans le détail. Tu as parlé effectivement de cette surface lente entre guillemets, mais c'est vrai que quand on regarde toutes les surfaces des Masters 1000 sur dur extérieur, le tournoi d'Indian Wells est la surface la plus lente, Ouais. comparativement aux autres, comparativement à Miami, à Cincinnati, à Toronto, Montréal, Shanghai. Ok. Mais il y a cette vivacité de la balle, parce que l'air est très sec, sauf que cette année il fait pas beau, il fait même pas chaud du tout. On est aux alentours de 20 degrés la journée et on descend aux alentours de 15 degrés le soir. Donc est-ce que son lift ne va pas être facilité aussi par cette balle un petit peu plus vive que d'habitude? Est-ce que cette surface lente ne lui permet pas de bien poser ses appuis et de pouvoir faire mal à tout le monde?
Bah, en fait, c'est-à-dire que l'air très sec, même si tu as raison, il fait moins chaud qu'à l'habitude, fait que la balle sort très vite de la raquette. Et donc, c'est presque comme jouer en altitude, en fait, avec une petite altitude. Mhm. Donc, beaucoup de joueurs ont du mal à contrôler, justement, au moment où ça sort à l'impact de la frappe de balle, de trouver le bon rythme et la bonne puissance pour évidemment faire un bon coup et contrôler, surtout contrôler la balle. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à contrôler la balle là-bas parce que justement c'est très particulier. Et on l'a vu d'ailleurs avec Nishikori sur son match contre Adrian Manarino, Ouais. qui a fait beaucoup de fautes directes avec cette balle qui s'échappait et qu'il avait du mal à contrôler. Il faut trouver Comparativement, si je te dis Madrid, tu vois, si on fait un qui est à 600 ouais, mètres d'altitude, un petit, avec une balle un peu comme voilà, ça qui part. peut-être pas autant, je dirais, Hmm. mais il y a un petit, il y a un petit parallèle. Ouais. D'accord. Bon, on rappelle que Rafa n'était pas prêt, et il l'a dit à l'Open d'Australie. Ouais. Alors il a massacré tout le monde jusqu'en finale, Ouais. faut quand même le dire. Là, il a commencé en massacrant aussi au premier tour le pauvre Donaldson. Ouais. On va vous montrer quelques points de ce match-là parce que ça a été une leçon de tennis. Hein. Ouais, il est un peu léger Donaldson pour. J'ai peut-être pas besoin de vous dire que Rafa est en haut, hein, mais voilà, ça a fait 6-1, 6-1. Ça a été une boucherie. Une boucherie. Avec cette capacité quand même. Vous voyez, c'est là, moi, Cédric, que je me pose la question. Parce que cette surface, quand même, lui permet de se déplacer très rapidement, je trouve. D'être très rapide sur ses décalages autour de son revers pour lâcher ses fameux coups droits. Et puis cette volonté d'avancer. Il l'a beaucoup travaillé hein, depuis l'Open d'Australie, de toute façon. Il n'est pas parti en vacances. Hein, Non, voilà, en fait, je crois que ce qu'on peut dire vraiment, c'est que depuis l'Open d'Australie, d'abord, il a joué qu'un seul tournoi à Acapulco, il a perdu de justesse contre Kyrgios qui a lui-même gagné le tournoi. 3 balles de match, on rappelle, pour 3 balles de pour match. Rafa, hein. Donc, quelque part, on se dit, s'il passe là, il peut encore avancer. Et puis, surtout, ce type de joueur, chaque match qu'il gagne, et donc ils se représentent sur le court, normalement, leur niveau monte petit à petit et ils ont On la est d'accord. capacité à aller jusqu'au bout du tournoi. Donc, oui, comme il n'est pas blessé, il a dû travailler et justement travailler ce qu'il a déclaré à l'issue de la finale contre Djokovic, quelques petits secteurs où il avait besoin de s'améliorer. On rappelle que Rafa, logiquement, hein, si on suit la logique du tableau, devrait retrouver Djokovic en finale. Hein, numéro 1, numéro 2 mondiaux. On est loin là, Benoît, on est loin. On en est loin, peut-être. On mais est 8e. après, je vous vois, hein, il y en a déjà hein, qui sont en train de me dire Nadal va gagner. Il y a Dany Lefranc qui dit Nadal va gagner. Il y en a qui sont assez à fond hein, dans l'histoire. Il y a Manon Petitpas qui dit en même temps Donaldson, c'est pas le joueur qui peut lui poser vraiment des problèmes. Oui, Je suis mais d'accord. c'est un premier tour. Ouais. On sait jamais. On sait jamais. Un premier match, qu'est-ce Ouais, qui va mais vraiment c'est se passer? Trop léger, trop léger. Trop quand léger. même, trop léger. On rappelle le potentiel parcours de Nadal. Donc Donaldson, ça c'est plié. Nadal Schwartzmann, que vous pourrez suivre cette nuit Ça, c'est sur un vrai Eurosport. Là, tu penses que Schwartzmann peut embêter Nadal? C'est un vrai test. C'est un vrai test. Ils ont eu des matchs accrochés souvent. Et en tout cas, un autre style de jeu, il va falloir courir beaucoup. Ce qui ne dérange pas a priori ni Schwartzmann ni Nadal. Non. Et Nadal, normalement, a justement cette capacité par rapport à un joueur comme Schwartzmann de tenir l'échange. Et puis à un moment, la banderia, achever. Ouais, mais Le coup. j'ai presque envie de te dire, c'est comme Djokovic contre Kohlschreiber. Tu vois, j'ai Il l'impression. y a moins d'écart. Il y a moins d'écart, d'accord, mais bon, c'est un joueur qui fait tout mieux. Et j'ai envie de dire que Nadal fait tout mieux que Schwartzmann. Oui, mais comme tu dis, un jour un peu moins bien, on ne sait jamais. Il y a The Voice qui est en train de. Je le vois là, je l'entends là. Il est dans les strates. Plaisir. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour réponse du sondage, Ah. pour votre information, les gens ne sont pas très optimistes hein, pour Nadal à Indian Wells. C'est C'est plutôt non. La 4e fois, ça ne sera pas pour maintenant. C'est surtout Djokovic, étonnamment, qui ressort un peu du lot, notamment dans les commentaires, Ouais, ou même Nadal, enfin pour certains, même Nadal ne... Prise de risque. Non, mais certains disent que Nadal ne passera même pas Federer en demi-finale si il se joue, évidemment. Ah, encore faut-il que Federer batte Wawrinka, que vous pourrez voir aussi cette nuit. Ça, il y a des matchs cette nuit, je vous dis pas. Djokovic, Kohlschreiber, Wawrinka, Federer, Nadal, Schwartzmann, entre autres. Hein. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Federer, Wawrinka, Federer. je veux le voir, moi, ce match. Ouais. Je vais le voir. Juste, pour essayer de vous convaincre, hein, parce que là, je vois bien sûr que vous n'êtes pas du tout d'accord sur l'histoire de Nadal.
Nadal, après Schwartzmann, imaginons, Vas-y, déroule le tableau. devrait aller logiquement sur Medvedev. Compliqué, 8e de finale. Pour aller sur Isner, joueur qu'il ne supporte pas. Ces grands serveurs, ça, il n'aime pas ça. Mais bon, il l'a déjà battu ici à Indian Wells. Federer, dans la logique, en demi-finale, et puis Djoko en finale. Mais ces joueurs-là que tu cites, ils sont déjà qualifiés? Non, ils ne sont pas qualifiés d'accord, dans la d'accord. logique Dans la des logique, choses. pardon, Dans la d'accord, logique des choses. ok. Mais à peu près, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Je vous rappelais simplement que Nadal, dans tous les Masters 1000 qu'il a gagné et joué, vous C'est-à-dire avez bien tous évidemment, pas tous, puisque je vous rappelle que Miami, il ne l'a jamais gagné, alors que Indian Wells, il l'a gagné 3 fois. Je vous rappelle les dates quand même, parce que c'est 2007 où il bat Djoko en finale, il gagne en 2009 où il bat Murray, et il bat Del Potro en 2013. Pas mal comme victoire en finale. Mais quand on regarde le nombre de matchs gagnés sur l'ensemble de sa carrière dans les Masters 1000, son record, c'est Monte Carlo. Salut Cédric. Non, il y a un problème de micro. Son record, c'est Monte Carlo avec 68 matchs gagnés. Rome derrière, 56. Logique, on est sur terre battue. Et ben, son troisième meilleur nombre de matchs gagnés dans un Masters 1000, c'est à Indian Wells. C'est pour ça que je veux voir. Il en est à 51 victoires à Indian Wells pour 10 défaites. Bon, voilà. Et je pense vraiment, je me dis que s'il y a un joueur, si on sort du Federer-Djokovic classique, s'il y a un joueur qui, moi, peut nous faire une belle surprise, ce serait lui. Mais toi, tu n'y crois pas? Non. Bon, Non. d'accord. C'est Pas clair, du tout. C'est clair. Et je vois que Pourtant, tu peut-être- as fait une belle Non, mais- démonstration. Parce que autant à l'Open d'Australie, déjà je le voyais embêter Djokovic en finale. Ça a été un massacre. Mais voilà, pour moi, c'était trop tôt. Là, voilà, il a énormément travaillé. J'en suis sûr qu'il a énormément travaillé. C'est le genre de gars à le faire. Le Kyrgios, accident de parcours, mais tout le monde a eu un accident de parcours contre Kyrgios à Acapulco. Et là, je suis curieux de voir. Ouais, mais Nadal sur dur, c'est un peu. C'est comment dire? Il faut que tout soit parfait dans son jeu. Quand tout est parfait, effectivement, il est très dur à battre et il peut aller justement batailler avec Djokovic, avec Federer pour les titres. Il a modifié son service. Sur terre battue, il a cette marge que Djokovic, par exemple, a sur dur. Je suis d'accord. Et Djokovic, c'est l'inverse. Pour être bien sur terre, il doit être parfait, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, justement, les oppositions, parce qu'il y a un moment où, quelque part, chacun va sur le terrain de l'autre. Mais, quand il est parfait, Nadal, il gagne l'US Open. Ouais. Il gagne Ah Wimbledon. ouais, non, mais il est Et il gagne Indian un Wells. grand champion. Donc, qui est parfait à l'heure actuelle? Est-ce que Djokovic l'est? Pour l'instant, on n'en sait rien par rapport à son premier match. Federer, on n'en sait rien par rapport à son premier match. Encore une fois, comme à l'Open d'Australie, celui qui a fait la plus forte impression sur son premier match, c'est Nadal. Oui. Mais bon, avec tout le respect qu'on lui doit, Donaldson, c'est quand même c'est un poids léger, quoi. Bon, j'y arriverai pas. Non, tu n'arriveras pas à me convaincre. Je vous regarde, hein, juste pour voir. Donc, Pierre Orsard dit, moi, je mets Stan vainqueur contre Roger. Pas d'accord. Moi, je te suis là-dessus. Tom Langlois, si Nadal a autant de victoires à Indian Wells, il peut le faire. Merci, Tom. Quand même, 51 victoires pour 10 défaites, c'est pas mal. Ah, non, mais C'est quand même c'est carrément un dingue. super ratio. On parle de gagner, de soulever la coupe. Hein. Ils sont pas mal. Hein. Sergio Taki dit s'il met une rouste à Schwartzmann et à Danil, il sera prêt pour affronter Federer et Djokovic. C'est pour ça. Ça va être génial. Le tournoi démarre et on est déjà en train de se dire ouh, qu'est-ce qui va se passer? Et on ne pense qu'à ces trois-là, Djokovic, Nadal et Federer. Encore une fois, on ne voit personne d'autre aller les embêter. Bah, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Hein, Il y en a quelques-uns dont qui sont Zverev, qui lui aussi avait un petit virus. Mais oui, mais vous savez que ça arrive, c'est pas la première fois qu'à Indian Wells, il y a des petits soucis comme ça de gastrique ou malade ou je sais pas, ça doit être le désert, des coyotes. Là, je dis des trucs, je sais pas, enfin c'est bizarre. Bon, donc Nadal, toi, c'est non, Niet. pas gagnant du tournoi. Non, pas gagnant. Ah bah moi j'y crois. Allez, on y va. Deuxième sujet, alors là, il va falloir qu'on soit très clair. Très clair. Très clair, parce qu'on voulait vraiment vous en parler. Déjà, je voulais vous montrer cette photo. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand vous arrivez sur le site d'Indian Wells, vous avez un grand panneau comme ça, où vous avez les meilleures joueuses du monde et les meilleurs joueurs du monde qui doivent faire un peu la pub du tournoi, pour que quand les spectateurs arrivent, ils se disent « Ouah, ils sont là !»
Donc, bon, là, ils ont mis Del Potro, vous le voyez derrière moi. Bon, ok, hein, vainqueur de l'an dernier, Ouais, pas de souci. normal. Ils mettent Federer, ok, Ouais. pourquoi pas, hein, puisqu'il détient le record de victoire avec Djokovic ici à Indian Wells, et Nadal. Ouais. Et il manque. Et tu vois Djokovic jouer là? Moi, je le vois pas. Donc, encore une fois, tu vois, il y a toujours Ouais, cette histoire puis- avec Djokovic. Ce gars-là n'est jamais là. Mais bon, juste, c'était histoire de Ça vous montrer n'a un peu. pas dû l'ambiance. lui plaire. Certainement Parce pas. que ils voient tout, hein, les joueurs. Ah oui, puis ça, alors, Les égos. la reconnaissance, ouais, Les égos. la melonite absolue, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va vous faire un résumé clair, court et concis de ce qui s'est passé sur une semaine. D'accord? Il y a eu une réunion des représentants, du conseil des joueurs. Le board. Voilà, le board. Le conseil des joueurs s'est réuni à Indian Wells mardi dernier. Ok? Donc là, vous avez tout le monde qui est là en train de discuter Pénardos, et le président, c'est Novak Djokovic. Et qui a été élu, hein, d'ailleurs, avec, on va dire, ses deux assesseurs directs, c'est John Isner et Kevin Anderson, qui sont loin d'être bêtes. Hein, attention, c'est des gars qui ont fait l'université aux États-Unis, donc effectivement, qui réfléchissent énormément à ce que peut devenir le circuit plus tard, à l'économie, à savoir comment ça peut fonctionner dans tous les sens. Donc, ils se sont réunis, ils ont décidé, puisque vous avez, après, par rapport à ce conseil des joueurs qui prennent une décision, après, il va y avoir un autre rendez-vous, encore plus important, où il va y avoir les représentants des joueurs, là ils sont au nombre de 3. Alors vous avez des gens que vous ne connaissez pas, il y en a un que vous connaissez certainement, c'est Justin Gimelstob, qui est un ancien joueur, qui est aussi apprécié dans le monde du tennis, qui a un plat de limande dans une cantine d'enfants, vous voyez, c'est vraiment une grimace en général, quand on le voit débarquer, on l'aime pas. Personne ne l'a jamais aimé quand il était joueur. Il n'est pas très populaire. Pas très populaire le gars, mais il est là. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit là, puisque normalement, il est en procès à l'heure actuelle aux États-Unis pour avoir légèrement violenté le mec de son ex dans une rue. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il lui a sauté dessus par derrière, il lui a balancé 50 coups. Bam, 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 50. Hein. Et donc, bien évidemment, il y a eu plainte. Et le Gimelstob est en procès. Mais toujours est-il qu'il est là. Ça va lui coûter cher là-bas, ça. Oui, ça peut lui coûter cher. Mais il représente les joueurs dans ce board de l'ATP, du circuit ATP. Donc il y a ces trois-là qui représentent les joueurs. Donc là, c'est un résumé que tu fais ou... Ouais, Ah, d'accord. et après, vous en avez 3 qui représentent les directeurs de tournoi du circuit ATP. Vous avez 6 personnes, et vous avez un président qui s'appelle encore Chris Kermode. Chris Kermode qui est là depuis 2014, Ouais. et qui devait aller jusqu'à la fin de sa saison 2019 et peut-être se représenter. Sauf qu'il faut, quand il y a un vote, il faut qu'il y ait au moins la majorité sur les deux créneaux, pour les directeurs de tournoi et pour les joueurs. Alors, il a eu la majorité du côté des tournois. Les 3 qui représentent les directeurs de tournoi ont voté pour lui. Du côté des joueurs, les 3 qui représentaient les joueurs, 0 voix. Donc Kermode finit son mandat fin 2019 et disparaît. Est-ce que je suis à peu près clair? Moi, je suis. Non, Ça va c'est vraiment... Tu suis bravo Benoît. Ouais, Ouais. Non, arrête, tu dis des bêtises, je sais pas si... Je vais voir si vous êtes chaud. Donc là, vous vous dites, et alors quel est le problème? Ben, le souci, en fait, c'est que ça avait commencé déjà à chauffer l'an dernier à l'Open d'Australie, en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Djokovic était monté au créneau pour créer un syndicat des joueurs. Ouais. Ça, c'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'effectivement, il va y avoir comme une sorte de syndicat des joueurs qui peuvent prendre le pouvoir et qui peuvent décider un petit peu de ce qui va se passer sur la planète tennis, sur le circuit ATP. Puisqu'il y a 2 entités qui dirigent le circuit mondial, l'ITF, qui s'occupe des tournois du Grand Chelem, qui sont un petit peu à part quand même, qui gèrent leur tournoi, et puis l'ATP. D'accord? Oui, c'est un peu plus... L'ITF, Fédération internationale. C'est plus juste surtout la Coupe Davis et les Jeux Olympiques. Et en fait, les grands chelems, chaque grand chelem est vraiment à une forme d'indépendance, même s'ils sont rattachés. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants. Donc en fait, il y a un éclatement de gouvernance qui est aujourd'hui un grand problème. Ce que je peux rajouter dans ton résumé, c'est que Nadal et Federer sont contre la décision de ne pas reconduire le président Chris Kermode. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est
à prendre en considération, Ah oui. parce que quand même on parle de poids lourds avec des poids lourds, et en fait je pense que pour la pérennité, je dirais, du circuit, c'est pas bon qu'il y ait ce genre d'agissement, ce genre de décision qui soit prise, et quelque part qu'il y ait trop de pouvoir. Parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle de politique, mais on parle de pouvoir, on parle de gros sous. Allons savoir qu'est-ce que notre ami Djokovic a derrière la tête. Alors, pour bien vous expliquer, c'est-à-dire que il y a bagarre depuis plusieurs années hein, pour que les joueurs de tennis, enfin les joueurs de tennis veulent toucher plus d'argent par rapport à ce que les tournois engrangent. Eux, ils veulent qu'on leur redonne plus. Chris Kermode, quand il est arrivé, justement, a essayé de mettre ça en place. Il y a eu évolution du prize money. Énorme évolution. Alors, autant pour ceux qui gagnent que ceux qui perdent dès le premier tour. Même, justement, c'était le nerf de la guerre, c'était permettre à ceux qui perdaient dès le premier tour dans les tournois, quels que soient les tournois, même dans les tournois Grand Chelem, de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir voyager, financer sa carrière. Bon, ça a été mis en place. Il y a vraiment eu une évolution complètement dingue. Attention, hein, on parle de pourcentage. C'est multiplié par 3, Ouais, 3,5. en l'espace de 4-5 ans. C'est quand même assez dingue. Ouais, un tout petit peu plus. Mais aujourd'hui, souvent ce qui est pris en exemple, c'est le modèle de la NBA, donc de la ligue de basketball aux États-Unis, où il y a quasiment un 50-50 entre les clubs et les athlètes. Et ce qui est redonné aux athlètes. Ce qu'il faut vraiment aussi dire et comprendre, c'est que le modèle NBA, c'est ce qu'on appelle des franchises. Donc il y a des propriétaires d'une franchise, et les athlètes sont salariés. Par le Ils sont club. salariés. Donc d'abord, l'athlète, il a il a une garantie de toucher l'argent qu'il a négocié pour la durée de son contrat, ce qui n'est pas le cas du tout en tennis, où il y a aussi une forme d'insécurité, je dirais, dans le tennis. Donc le modèle, il est complètement différent, et je crois qu'on arrive aussi à un moment où il faut faire attention, parce qu'il y a quand même énormément d'argent qui est redistribué, et les joueurs, même si ils peuvent avoir légitimement la motivation d'en toucher plus, mais je dirais que normalement, quand on est payé plus, ça veut dire qu'on donne plus aussi. Et aujourd'hui, je trouve que peut-être ce qui est dommageable, c'est que dans toute cette forme d'augmentation de prize money qu'il y a eu tout au long de ces années, on n'a pas demandé aux joueurs d'en redonner plus. Ils n'ont pas plus d'obligations que ce qu'ils avaient hier. Et ça, je trouve que quelque part, ça crée un déséquilibre. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a pratiquement, les joueurs ont presque trop de pouvoir aujourd'hui. Et Djokovic, Nadal, Federer, qui sont très représentatifs, je dirais, de ce pouvoir, de par qui ils sont, ce qu'ils ont fait, accompli, leur palmarès, et ainsi de suite. Mais un jour, ils ne seront plus là, ces joueurs. Les tournois seront là. Donc voilà, il ne faut pas qu'un joueur, même si ça devient une légende de son sport, de par le palmarès qu'il se crée, il ne peut pas devenir plus fort qu'un tournoi du Grand Chelem, par exemple. Alors, il faut savoir que Federer a été à une époque président du Conseil des joueurs. Nadal était vice-président. Sachez, ça s'était mal passé d'ailleurs. Nadal avait démissionné parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Federer. Nadal, à un moment, voulait un classement mondial qui soit non pas calculé sur les 52 dernières semaines, mais sur les 2 dernières années. Et Federer était absolument contre. Et Nadal, il est un peu, il est latin, il est un peu plus sanguin. Federer, plus calme, plus suisse. Donc ça avait cassé. Mais il y a une énorme lutte d'influence qui se met en place, parce qu'on veut un petit peu avoir le circuit à son image. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de mettre en place Djokovic. Oui, et puis il y a plein de choses qui n'apparaissent pas au grand public, c'est-à-dire qu'il y a tout plein d'influences et de gens qui sont plus dans l'ombre, notamment les agents, avec des grosses boîtes comme McCormack, par exemple. IMG McCormack. Et donc, forcément, il y a beaucoup de pression, en fait.
Parce qu'on parle de beaucoup d'argent. The Voice. Question de Guillaume. Est-ce qu'on sait exactement ce que Djokovic reproche à Kermode pour pouvoir l'évincer de la sorte? Djokovic reproche à Kermode de beaucoup trop favoriser les tournois. Ça a toujours été le problème de Chris Kermode, qui est un ancien directeur de tournoi. C'est lui Queens. qui était directeur du tournoi du Queens. Et voilà, il y a cette espèce d'idée préconçue que Kermode a toujours favorisé les tournois plus que les joueurs. Et quand on regarde ce qu'a fait Chris Kermode depuis le début de son mandat en 2014, c'est un peu faux. Parce qu'effectivement, il a fait en sorte de garder un équilibre mondial de ce qui se passe au niveau du tennis sur la planète. Regardez ce qui se passe avec la WTA. Bah déjà, il n'y a quasiment plus de tournois en France féminins. Et tout se passe du côté de l'Asie, parce que là, on ne s'occupe plus trop. Il n'y a pas de représentante des joueuses. Vous voyez, ça ne discute pas trop, machin compagnie. Donc là, c'est à celui qui va donner le plus d'argent. Donc, on y va. Parce que ça nous intéresse, on va récupérer de l'argent, les agents, les sponsors, les télévisions, et donc on part du côté de l'Asie ou du côté des Émirats arabes, et vous avez on va dire une distribution géographique de ce qui se passe sur la planète qui n'est plus respectée. Et donc ça pourrait être le cas, ce qui n'a pas été le cas avec le Chris Kermode, qui a bien travaillé pour qu'il y en ait en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, dans les Émirats, mais en essayant de respecter un équilibre. Donc, c'est pas vraiment vrai. Et puis, Chris Kermode a aussi pensé à l'après. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, tout ça, ça va s'arrêter. Il se passe quoi? C'est lui qui a créé la Next Gen et ce fameux Masters de la Next Gen en fin d'année. C'est un bon gars, il est intelligent, il connaît bien. C'est un mec bien. Et donc, en fait, Djokovic lui reproche, de ne pas avoir assez favorisé les joueurs, et surtout que les joueurs ne touchent pas suffisamment d'argent. Mais attention, parce qu'en faisant ça, on met en danger l'équilibre financier du tennis. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut se rendre compte qu'un tournoi comme Roland-Garros, qui dégage à peu près, on va dire 240 millions de chiffre d'affaires. À peu près ça, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'instant, les joueurs, quand on redistribue en prize money générale, touchent aux alentours de, je crois que c'est 40 millions. 50 25 et 25. Donc on est sur du 20%. D'accord? C'est déjà pas mal. Et les joueurs veulent 50%. Là, en ce moment, si on suit la pensée de Djokovic et de ce qu'ils veulent mettre en place avec ses représentants là dans le board du tennis, ils veulent toucher 50%. Et là, si on fait ça, imaginez déjà, un tournoi comme Roland-Garros ne peut pas se permettre de faire ça. C'est pas possible. Et alors, imaginez les autres tournois. Donc, les petits tournois, ils sont morts, c'est impossible. Imaginez, parce que les joueurs veulent des beaux hôtels, veulent des voitures, veulent de la nourriture, veulent qu'on les accueille bien. Il y a des joueurs qui ont demandé à ce qu'on leur rembourse le parking. Il y a un tournoi comme Marseille, je sais qu'il y a des joueurs qui ont demandé, dis donc, moi j'ai payé 10 € de parking pendant la semaine, il faut me les rembourser. Ouais. Et donc là, eux ne se rendent pas compte, ce sont des joueurs, ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans une bulle où ils sont pros pendant 10 ans, donc ils veulent gagner un maximum de fric. The Voice veut parler. Vas-y, The Voice. C'était aussi pour souligner que Djokovic voulait, alors reste à voir si c'est vrai ou pas, mais j'avais entendu qu'en fait il voulait passer les grands chelems en 2 sets gagnants. Aussi. Ce qui serait une révolution, voire je dis pas un scandale, mais en tout cas ça changerait complètement aussi la figure du tennis. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours trouver un équilibre entre les traditions, entre l'existant, et puis penser aussi à ce qu'il puisse y avoir une évolution. Et maintenant, un joueur comme Djokovic, voilà, avec tout le respect que je lui dois, il a un grand palmarès, mais on ne peut pas laisser tout faire à des individualités. D'abord, il faut que ça soit... qu'il y ait des consultations, qu'il y ait des gens qui s'expriment. Et puis je pense que pour revenir sur Kermode, je pense qu'une des choses que Djokovic lui reproche, c'est justement de ne pas lui laisser faire ce qu'il a envie, lui, de faire. Parce que je sais qu'il a derrière lui, il a des gens qui sont fortunés, qui sont influents. Et quelque part, c'est un peu... ils ont un raisonnement business. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre des parts de marché. Et prendre des parts de marché, c'est aussi par le pouvoir, et en fait par le pouvoir de vote, qui fait qu'on a le pouvoir de décision,
et de faire passer certaines choses. Donc aujourd'hui, on voit, pour moi la catastrophe qu'il y a en ce moment avec la réforme de la Coupe Davis, par exemple. Oui. Et c'est dû à une personne en particulier, qui est justement le président de l'ITF, qui était avant le président de l'USTA. Et c'est par cette personne, M. Agerty, Monsieur Aguirre. qu'il y a eu l'augmentation du prize money à l'US Open, mais qui a entraîné les autres grands chelems. Et puis maintenant, la réforme de la Coupe Davis. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que, encore une fois, l'équilibre, il est fragile. Il y a plein de tournois ATP qui sont déficitaires. Oui. Oui, oui. Il y a plein de tournois qui sont déficitaires. Et s'il y a un fossé trop important qui se creuse justement dans ce qu'on appelle communément le prize money entre les tournois du Grand Chelem et les tournois ATP, il y a un moment où quand il y a trop de fossé, c'est pas bon. On peut tendre, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la boxe, mais on peut tendre à ça, c'est-à-dire avoir des circuits un petit peu dans tous les sens, avec ceux qui vont proposer plus d'argent à droite ou à gauche, avec un syndicat des joueurs peut-être, oui, avec un syndicat des joueurs très puissant, et puis qui va décider un petit peu d'aller au plus offrant. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de tout le monde. L'événement a besoin des joueurs et les joueurs ont besoin de l'événement. Donc je crois que. Mais je crois que les joueurs ne se rendent pas compte de l'aspect économique d'un tournoi de tennis. Et pourtant, Djokovic devrait le savoir, puisqu'il a créé un tournoi à Belgrade. Il faut dire qu'il n'a pas duré longtemps, le tournoi de Belgrade, parce que la première année, il est venu jouer. Génial, le pied total. Deuxième année, il n'est pas venu. Et là, il ne restait plus personne. Et au bout de 3 ans, il y a surtout que tu parlais de Roland Garros et en tout cas du chiffre d'affaires de Roland Garros. Tout cet argent-là, d'abord c'est une loi de 1901, oui. Donc la fédération n'a pas le droit de faire des bénéfices, elle est obligée de réinvestir sans arrêt. Sert au développement du tennis Sert dans son pays. Au développement du tennis, et beaucoup de cet argent-là est redistribué, va justement en subvention pour des tournois WTA ou des tournois ATP qui se déroulent sur le sol français, et puis surtout le développement du tennis, donc redistribué dans les ligues, que ça soit du Petiot qui démarre vers 5-6 ans, jusqu'aux joueurs professionnels qui s'entraînent avec la fédération au centre national d'entraînement. Donc si vous enlevez cette manne, oui. Vous enlevez aussi tout cet argent qui part dans les petits clubs. Donc, qu'est-ce qui se passe après pour le développement du sport, du tennis? C'est une vision court terme. C'est court terme. Voilà. Où veut aller Djokovic avec ça? Forcément, il a une vision. C'est obligatoire. Après, quand on regarde un petit peu les tenants, les aboutissants et toutes les personnes qu'il n'a pas mises en place, c'est pas non plus un coup d'État, mais qui sont autour, qui gravitent autour de cette nouvelle réforme du circuit ATP, on voit qu'il y a souvent toujours la même boîte d'agents qui ressort un petit peu, c'est la boîte IMG McCormack. Et donc là, on part sur des affaires de gros sous. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va essayer de récupérer les meilleurs joueurs, on va essayer d'aller vers les plus gros événements, ceux qui nous intéressent, ceux qui vont nous proposer beaucoup d'argent. Qui propose beaucoup d'argent en ce moment? Pays des Émirats arabes et l'Asie. Sachez que le Masters, c'est la dernière fois qu'il se joue à Londres, c'est sûr et certain. Donc normalement, il part dès l'année prochaine, en 2020, à Tokyo. On part en Asie. Qui dit Masters à Tokyo dit quasiment la fin de Bercy. Donc on redistribue un peu toutes les cartes. Il va falloir réfléchir à nouveau à comment ça va se passer. Déjà le circuit tel qu'il est découpé tout au long de l'année, il a quand même une forme d'incohérence totale. Donc en plus de ça, si avec Bercy, qui est le dernier Master 1000 de l'année et le dernier tournoi de l'année, avant le Masters, qui est en tout cas pour l'instant à Londres, s'il déménage en Asie, alors que juste avant Bercy, il y a la tournée asiatique avec Shanghai. Bien sûr. Il va y avoir un problème. Là, c'est déjà ils arrivent sur les rotules en fin de saison, parce la plupart des joueurs sont cuits par les efforts qu'ils ont fournis. Si en plus il faut se faire Asie, Europe, Asie, enfin pour les tout meilleurs, je suis inquiet sur le taux de participation des meilleurs à Paris. Et la finale de la Coupe Davis, la Cosmos Cup, là, qui se retrouverait soit en Europe, donc revenir en Europe, soit partir aux États-Unis. Il faut se rendre compte, encore une fois, tout ça est une distribution d'argent. Il n'y a pas que Tokyo qui s'est proposé pour avoir le Masters, il y a aussi Doha. Sachez que Doha, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Finalement, on a choisi Tokyo, parce qu'en ce moment, Tokyo, Jeux Olympiques, gros sponsor, l'influence des agents est des meilleurs.
Oui, et puis c'est compliqué. le marché asiatique, c'est un marché en c'est un pleine marché, expansion. c'est un marché qui est énorme et pour le développement du tennis, c'est quand même plus important, je dirais, que les Émirats arabes. Voilà, et sachez encore une fois, par rapport au tournoi d'Indian Wells, puisqu'on est dessus en ce moment, Larry Ellison, qui est une des plus grosses fortunes du monde, c'est Oracle, voilà, et compagnie, donc il met tout ce qu'il veut comme argent. Logiquement, on va se retrouver dans très peu de temps, hein, avec Indian Wells et Miami qui vont jouer sur 15 jours avec des tableaux de 128 joueurs qui vont devenir des tournois Grand Chelem. C'est une évidence, mais ça ne jouera pas au meilleur des Oh, 5-7. attention là, Ah, si, je te le- oui, mais ça c'est un je t'en vieux, mets même oublié. c'est un vieux débat. Et Mais oui, c'est mais justement, si ce syndicat ouais, des mais joueurs se met en place, ça va devenir ça. c'est justement là à mon sens, je dirais, les grands chelems auraient beaucoup plus intérêt qu'ils ne le font actuellement à être beaucoup plus soudés. Oui. Et vraiment ça part un peu dans tous les d'essayer sens, de là. rester au-dessus de la mêlée en se disant nous sommes les piliers du tennis. Oui. Voilà, sans nous rien n'est possible, alors que Ben, c'est pas le cas. chacun va un petit peu de son côté, notamment avec l'Australie qui a joué un drôle de jeu justement entre la Coupe Davis, la World Team Cup. Voilà, ils se sont associés avec justement avec la Lever Cup aussi. Donc c'est un petit peu étrange ce qui se passe, mais encore une fois, c'est un jeu de pouvoir et politique. Oui, et puis avec le super tie-break qu'ils ont mis en place, le 12-12 à Wimbledon, enfin, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. Pour l'instant, Roland Garros reste le tournoi le plus traditionnel. Pour l'instant, hein. Oui, enfin, Espérons, avec Wimbledon, même si Ouais, cette ouais. règle. Ah, 12-12, il est bizarre. Et oh, ils ne s'occupent pas du classement ATP s'ils veulent ou WTA, hein. Ils font leur tête de série comme ils l'entendent. Enfin, chacun tire un peu dans sa marge. Donc, en gros, voilà, sachez-le, Djokovic est en train de mettre en place un échiquier tennistique, une vision qu'il a, lui, du tennis dans les années à venir. Il est en train de réussir pour l'instant. Federer et Nadal, qui jusqu'à présent n'ont jamais rien dit, se réveillent aujourd'hui, c'est bien gentil, ils auraient peut-être pu se réveiller aussi un peu plus tôt, puisque ça fait longtemps que cette crise, elle existe, et jusqu'à présent, ils n'ont jamais rien dit. Même Federer a fait sa petite Lever Cup dans son coin, donc à un moment ou à un autre, on sent qu'il y a une guerre d'influence là. Ils ne veulent pas que Djokovic soit le seul qui dirige les joueurs et la l'ATP. Mais en ce moment, c'est ça, et c'est chaud patate. Non mais vraiment, hein, c'est très très chaud. On a fait le tour. C'est bon. Je crois. J'espère qu'on vous a éclairci. Parce que, Moi, j'ai rien compris, mais bon. Ah non, dis pas ça. Non. Allez, on redémarre. Non, c'est bon. Non, voilà, j'espère que vous comprenez un peu plus toutes ces guerres d'influence qui peuvent mettre à mal l'équilibre financier du tennis dans le monde actuel et ça pourrait partir en sucette. Voilà. Allez, on y va. Avec Ivo Karlovic. Ah. Bon, Ivo, 40e registant. Non, mais je pouvais pas. C'est Ouais. obligatoire. Ouais, bien. Non, mais 40 ans. 40 ans. Impressionnant. Est-ce que tu peux imaginer, toi, est-ce que tu te voyais à 40 ans encore jouer sur le circuit? Bah non, déjà dans ma période, je dirais, passer 30 ans, déjà, c'était quelque chose qui était un peu exceptionnel. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui passaient 30 ans. Donc 40, c'était même pas envisageable. On a vu des joueurs de double qui ont passé 40 ans, mais en simple, le dernier, ça va être Connors. Ah bah oui, bah, de toute façon, il bat tous les records de Connors. Donc c'est assez incroyable, mais je crois que c'est aussi... alors bon, il y a Federer qui a 37 ans cette année. Je ne sais pas si il sera encore là à 40 et surtout, il pourrait, mais à ce niveau-là de compétitivité. Par contre, Karlovic, je pense qu'il y arrive parce que c'est spécial, quoi. C'est un géant. Il a un jeu qui s'appuie énormément sur son arme principale qui est le service. Et donc, quelque part, il sauve énormément d'énergie. Alors, Karlovic, justement, on va vous montrer, hein, parce que, bon, bah, évidemment, bien évidemment, non, on s'y attendait pas, mais enfin, il s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Indien Guneswaran. Vous allez voir ça, parce que là, comme d'habitude, hein, donc, alors là, c'était le 13 284e, 13 285, 13 287, 13 288 et le 13 289 pour finir. Voilà. Ben oui, parce que j'ai compté. En carrière. Hein. Alors viens voir par là. En carrière, hein. Viens voir ici. 13 289 ace depuis le début de sa carrière. Pas mal, hein. Est-ce qu'on peut dire que le tennis de Karlovic se résume à ça?
Non, On non. peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. Ça serait d'abord un raccourci trop énorme. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui. Alors, il joue énormément de tie-break parce que justement, il est du fond du cours, Ah. il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon. Il me l'a demandé. Ça. Mais c'est vrai aussi qu'il est pas maladroit. Et puis quand on voit, voilà, il essaye de venir au filet, il essaye de profiter de sa taille, de son envergure. Il est loin d'être maladroit. Et je dirais que c'est un joueur qui, au fur et à mesure des années, a progressé. Oh, il y avait un moment où c'était un peu suspect, un peu limite ce qu'il faisait du fond du cours. Ouais. Là, il a pris beaucoup de contrôle et bon, même s'il est redescendu au classement, il a été quand même 14e mondial. Eh ben, Hein. il faut savoir qu'en fait, en 2013, lui, avec son entraîneur, ils ont beaucoup discuté. En 2013, lui, il voulait continuer à batailler du fond du cours. Son entraîneur, Pourquoi t'es faire? malade, on t'arrête tout de suite. Et donc, à partir de 2013, il a travaillé pour frapper aussi fort sa première que sa seconde, qui est quasiment plus de différence, avec un relâchement total, ce qui lui permet aussi peut-être de continuer à jouer au tennis, et puis chip and charge en permanence, quoi. Ouais, Ne mais il a pas raison. rester au fond du cours, et nouvelle carrière pour Karlovic depuis. Juste un petit truc, je vous ai montré le 13 289, sachez que bien évidemment c'est le record. Il y a Isner en deuxième position avec 11 300. Pas loin. Pas mal. Pas Federer, loin, parce que beaucoup plus jeune. Federer est troisième. Sérieux? 10 900 aces depuis le début de sa carrière. Et Ivan Izevich, souvenez-vous, qui était le premier à dépasser la barrière des 10 000, se retrouve quatrième avec 10 131 aces. Et tu veux du chiffre encore, puisqu'il m'a titillé avec les tie-breaks en me disant ouais, mais attends, voilà. Ah bah il en joue beaucoup, hein, il en joue Les Karlovic. tie-breaks, machin. Ouais, c'est pas lui le premier. C'est pas lui le premier. Non? Le premier, c'est Federer. En pourcentage de Ah, tie-break en gagnés pourcentage. sur l'ensemble de sa Ouais. carrière. Mais en jouer, je pense qu'il doit être. Tu crois qu'il est le premier? Ouais. Non, Non c'est plus. Federer. Aussi. Federer, 432 tie-breaks disputés. En carrière. Non, pardon, 432 tie-breaks gagnés et 232 perdus. 65% de réussite. Pas mal. C'est énorme. Ah ouais. Vous avez Isner deuxième avec 61% de taux de réussite sur les tie-breaks et Karlovic troisième qui en a joué et gagné 403. Il en a gagné 403 pour 391 de perdus. Ah ouais, C'est-à-dire donc qu'on est il à a 50%. Ah ouais. 50%. Donc, bah, voilà. Bon. Non, mais c'est des chiffres, moi, qui me parlaient. C'est quand même le dingue. Tu la connais, toi, l'histoire de Karlovic ou pas? Non. Tu connais pas l'histoire Non. de Karlovic? Non. Il faut savoir que Karlovic... Ah, The Voice. Des petites questions ou pas? Non, non, c'était juste pour te dire qu'il fallait faire ça en 2 minutes. Tu peux le 2 faire. minutes, Tu super peux le faire. facile. Tu peux le faire. Karlovic, je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, quand il a commencé à jouer au tennis, il était dans un club et il n'avait pas d'argent, bien évidemment. Enfin, comme d'habitude, tous ceux qui ont des carrières comme ça un petit peu bizarres. Et il attendait le soir pour pouvoir jouer au tennis sur le court. Mais quand il arrivait sur le court, il n'y avait plus personne. Donc, il n'avait aucun adversaire pour jouer au tennis. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des services. Il faisait que des services. Donc, il a dit, en fait, j'ai développé cette espèce de machine à ace en permanence, très très jeune, puisque je n'avais personne contre qui jouer. En fait, imagine la motivation et la passion que tu dois avoir C'est pour faire dingo, ça. c'est dingo. Et donc le gars, bien évidemment, au début, il était connu parce qu'il faisait 2,11 m. Après, on l'a découvert, puisque c'est le seul joueur à avoir battu le tenant du titre à Wimbledon dès le premier tour l'année d'après. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, c'est Lleyton Hewitt. Son premier tournoi du Grand Chelem, Karlovic joue Lleyton Hewitt à Wimbledon au premier tour. Lleyton Hewitt, tenant du titre, il le tape d'entrée. Merci, au revoir. Donc là, tout d'un coup, on se dit, wow, d'accord, il fait 2,11 m, mais il sait jouer au tennis. Et là, on a découvert en fait que c'était un joueur d'une extrême timidité, qui dès qu'il s'adresse en Il public, bégaye. il bégaye. Ouais. Donc, hop, compliqué de effectivement discuter avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer en public, pas du tout en privé, c'est quelqu'un de très drôle. Et puis après, bien évidemment, il a été connu, puisqu'il s'est fait une encéphalite virale en 2013. Il a perdu complètement la mémoire pendant plusieurs jours. Et puis pouf, c'est revenu, mais il dit, je ne sais même plus comment je m'appelais, et il est revenu, et il s'est métamorphosé pour devenir un autre joueur de tennis. Qu'est-ce qu'il y a, The Voice? Alors, une petite remarque de Vincent qui est assez marrante. 13 289 ace, sans forcer, en ne jouant que ça, évidemment en gagnant donc 6-0, 6-0. Ah ouais, Ça fait 276 matchs gagnés, grâce uniquement aux aces. Pas mal. c'est Pas énorme. mal. C'est énorme. C'est Il a énorme. sorti la calculette. C'est énorme. On rappelle que Karlovic, qualifié pour le 8e de finale, va jouer team. Ah ouais, non, mais une fois qu'il est lancé, c'est le genre de joueur. Il faut le battre. Hein.
Tu sais que tu vas pas avoir beaucoup d'occasions, tu vas avoir éventuellement une balle de break, ou alors faut jouer tie-break. Et imaginons qu'il batte Tim. Et ben il jouera Nadal en finale. Non. Non, c'est pas, Il non. pourrait jouer le vainqueur de Djokovic, mon fils. Imaginons. Bon, imaginons qu'il joue Djokovic. Bon, Djokovic, pas possible. Il l'a battu. Il a battu Djokovic quand Djokovic était numéro 1 mondial. Ah mais il peut battre n'importe qui dans un Il a monde. battu Federer quand Federer était numéro 1 mondial. Karlovic, Who knows? le 40e rugissant, t'imagines, qui gagne Indian Wells. Alors là. Est-ce que tu penses qu'il sera injouable? Moi, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur Karlovic. Toi aussi, tu avais des petites choses à dire ou pas? Non. Non, hein? C'est bon? Là, tes 2 minutes, elles en ont fait 14. Voilà, voilà, c'est c'est en tout. fait. Allez, parfait. Donc, on vous rappelle, tous les. Viens là, parce que là, regarde, Voilà. tu casses tout. Voilà. Voilà, viens ici, voilà. Donc, à partir de ce soir, 19h, bien évidemment, Indian Wells. Là, on attaque du très lourd, on a dit les matchs. Wawrinka, Federer, Nadal, Schwartzmann, Djokovic, Kohlschreiber qui n'a pas pu jouer à cause de la pluie. Ça, jusqu'à la fin du tournoi. Et puis, on enchaîne, bien évidemment, dès le 20 mars à Miami. Sur Eurosport. Oui, Ah oui, bah oui, Eurosport, hein, t'as raison. Oui. Attention, hein, changement d'horaire, 16h, on n'a plus le même décalage avec la Californie, là on est en Floride, donc 16h, et on va découvrir pour la première fois ce nouveau site de Miami, puisqu'avant ça jouait sur l'île de Key Biscayne, paradis. Et là on va se retrouver en plein milieu de Miami. Bon, Différent. ouais, oui, mais bon, tout ça c'est de l'argent, eh oui. C'est une question d'argent. Merci Cédric Félix. Merci Benoît. Un plaisir. Un petit. The Voice, ça s'est bien passé, on a fait court. Non, on n'a pas fait Non, court. on a pas Un petit prono sur mon fils Joko juste avant de partir, comme ça, bouffe pastèque. Aïe. Bah, on va voir si Gaël arrive à tenir ce qu'il tient depuis maintenant 3-4 semaines, ce niveau de jeu et cette concentration. Je pense qu'il peut éventuellement l'embêter. Je le vois pas gagner, mais souvent contre Djoko. Petit 3-7, hein. Je verrais bien un 3-7, mais pour Djoko. Ouais, moi aussi. Ouais. Allez, 19h sur l'antenne d'Eurosport pour le tournoi d'Indian Eurosport Wells. 1. Et puis bien évidemment, semaine prochaine, Deep Impact. Avec le vrai. Avec Diva. Allez, au revoir Benoît. Allez, salut. Allez, au revoir.